Dans ce nouvel épisode du podcast Plus de 112, on va parler sport, et plus précisément de l'accompagnement du sportif. Et pour en parler avec moi, Amin Talel, joueur professionnel de foot à l'US Orléans. Allô Amin, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Alors, c'est quoi ton parcours? Comment tu t'es retrouvé là, en France, à être joueur pro de foot? Ça part d'où tout ça? Bon, mon parcours, je pense que toi déjà tu le connais un peu, mais bon, il y a pas tout le monde qui connaît. Tout d'abord, j'ai commencé au Maroc. En fait, on a commencé ensemble. On a été à l'école ensemble. On se connaît depuis un moment. Ouais. Voilà, j'ai commencé à jouer au foot au Maroc dès mon tout jeune âge. Dès que je suis là, j'ai commencé Fraja. Je suis resté un peu longtemps là-bas. À un moment donné, j'ai changé de club, j'ai eu quelques problèmes avec Raja et du coup, je suis allé au Wydad. C'est un peu bizarre, mais bon, c'était le seul choix que j'avais. Donc, j'ai fait 2 ans au Wydad et puis après, dès que j'ai eu mon bac, j'ai fait le choix de بحال كلشي نجي هنايا en France pour voir زعما à quoi ça ressemble de vivre tout seul, d'aller à l'aventure tout seul et découvrir de nouvelles choses. بحالنا كاملين. Du coup, le foot, j'imagine, enfin, tu as commencé à quel âge le foot? Très jeune, je pense à l'âge de 5 6 ans, mais au début c'était juste juste pour rigoler. C'est tout. Ouais. Et tu faisais du coup du foot à Raja, tu as dit. Et est-ce que tu en faisais l'école ou la Wallo? Ouais, l'école aussi. Ah, du coup, par exemple, tu as pu voir les. Là, bon, c'était petit, il n'y avait pas vraiment des entraînements à proprement parler. Il y avait plus de la pédagogie de la part des entraîneurs. Est-ce que, du coup, là, je le sais, mais tu l'as pas dit, je le sais que tu as été en école française, c'est ça? Oui. École française. Et du coup, j'aimerais juste savoir, est-ce que tu as vu de ton jeune âge une différence, Mabine, l'entraînement Fadaja et l'entraînement l'école française? Bien sûr qu'il y a de la différence, et je trouve c'est normal, vu que Faraja c'était plus un entraînement en club. Disons que c'était une formation. Tu étais là pour être formé, tu étais dans une école de foot. Zama, en fait, tu étais pour un objectif. Les coachs que j'avais à l'époque, ils étaient là en mission pour former des joueurs, pour leur apprendre les bases du foot, alors que l'école, c'était différent. C'était plus juste un loisir, juste on jouait pour le plaisir, c'est tout. C'était plus tranquille. Ouais. Et du coup, là, comment dire, tu as continué le foot, enfin, tu as commencé très jeune et tu as continué jusqu'au lycée, comme ça, à enchaîner enfin, à jongler entre les entraînements en club et du coup, à l'école aussi, les entraînements, c'est ça? Oui, De temps en temps, mais plus chill. tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, Tu as fait du foot pas à haut niveau, mais je veux dire que tu étais dans les catégories en jeunes à jouer championnat, Fadaja et tout. Euh, J'imagine que les entraînements, parfois, enfin, je sais que plus tu montes en catégorie, les entraînements, ils sont à des heures un peu qui vont pas avec les heures de cours. J'aimerais du coup savoir juste si c'est le cas, et si c'est le cas, est-ce que tu trouvais des arrangements avec l'école? Parce que je sais que parfois, il y a des arrangements, des aménagements d'emploi du temps pour les joueurs ou en tout cas ceux qui veulent faire du foot plus tard. J'aimerais juste savoir si tu as retrouvé ça à l'école en tant que soutien. déjà, tout d'abord, au début, j'avais pas de problème, vu qu'on s'entraînait que 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi après. Donc, j'avais aucun problème avec ça, vu que le mercredi après, on n'avait rien du tout, le samedi non plus. Après, ça se compliquait au fur et à mesure, ça commençait à se compliquer, vu qu'on s'entraînait parfois entre midi et deux, Ah oui. le mardi, le jeudi aussi. Donc c'était compliqué. Je loupais quelques séances parce que en fait je pouvais pas sortir de l'école et aller m'entraîner puis revenir. J'avais pas le temps. Et quand ça devenait de plus en plus sérieux, j'avais la chance de pouvoir m'entraîner le soir après les cours. Heureusement, oui. Du coup en fait sur ce truc-là j'ai pas eu de problème. Le problème, il me réagi la saison où fallait que je m'entraîne à 15 heures. Ah oui, c'était à quel âge ça? C'était en U17, non, en U19, pardon.
Et 19, c'est quoi? C'est première terminale? C'est quand j'étais en seconde ou là en première, je sais plus. Soit en seconde, soit en première, je me rappelle plus. Du coup, c'est pas de la période où où j'ai eu ce problème-là. L'école, tu sais très bien que le foot, c'est le dernier de leurs soucis. Pour eux, tu dois être là à tous les cours. Il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas louper les cours et pour aller faire du foot. Je pense que tu te rappelles des profs, comment ils parlaient de ça. Et même en fait, tout le monde à l'école trouvait ça inadmissible que je loupe des heures de cours pour aller jouer au foot. Durant cette saison-là, ça a été vraiment un problème pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu ce problème avec mon ancien club et j'ai dû changer de club. Mais du coup, là, c'est-à-dire que là, on a parlé rapidement des profs. Donc, tu as senti que tu as été soutenu par les profs, même si l'administration ne voulait pas, ou vraiment, même les profs, c'était. Il y a pas, ils ne comprenaient pas ce que tu voulais vraiment, ils ne comprenaient pas vraiment ton projet Il n'y à avait long terme. aucun soutien de la part des profs. Il y en avait quelques-uns quand même, Ouais. un ou deux, mais vraiment, ils me soutenaient, mais à moitié, parce qu'en fait, ils savaient que c'était vraiment ma passion, ils savaient que c'était vraiment ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Mais la majorité des autres profs, ils en avaient rien à cirer. C'était, en gros, je devais carrément oublier ce projet-là. Je devais laisser tout tomber. Comment ça se passait là, justement, entre ton, disons, ton rêve, en tout cas ton projet d'être footballeur et l'école à côté, c'est important. Comment du coup, tu gérais ça, ce non-soutien des profs et de l'administration, et toi, ton projet à côté? Est-ce qu'il y a eu des frictions? Est-ce que tu as dit, OK, bon, j'arrête le foot, est-ce que j'arrête l'école, je continue à faire ce que je veux? Il y en a eu quelques-unes avec certains profs où notamment bah, ils ont dû impliquer d'autres élèves. Ils ont dû en parler pendant des heures de cours. Parce que je trouvais ça vraiment, je dirais lamentable de leur part, mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Mais moi, en fait, dans un côté, ouais, dans un coin de ma tête, j'avais toujours en fait cette ambition-là, cette envie-là de réussir dans ce que je voulais faire, tout en restant appliqué, restant concerné par ce que je fais à l'école. Parce que on sait tous les deux que l'éducation c'est très important et que l'obtention de nos diplômes en fait c'était aussi un objectif majeur entre guillemets. Et en fait c'était le truc l'objectif principal. Mais comme je t'ai dit, ouais, j'avais dans un coin de ma tête le fait que je devais montrer à ces profs-là et je devais montrer à toutes ces personnes-là que je pouvais le faire, que j'en étais capable et que j'allais le faire. Et ouais, du coup, c'est pour ça que parfois, non, je suis jamais allé au clash, je me suis jamais embrouillé avec eux parce que je trouvais que ça servait à rien. Parfois, j'avais juste envie de leur dire, mais en fait, laissez-moi juste faire ce que j'ai envie de faire. Et puis vous allez voir, ça va marcher. Ce profil-là d'élève qui a comme projet d'être footballeur, vraiment un vrai projet. Je crois que c'est un, comment dire, c'est un modèle unique. Ils n'ont jamais vraiment eu un modèle avant. Ils ont dû gérer ça pour la première fois, je crois, et du coup, ils ont géré ça bah, comme des profs, un peu conservateurs, disons. Je me rappelle une fois où vraiment une prof t'avait dit que c'était trop tard. En troisième, c'était trop tard de commencer vraiment un projet de footballeur parce que c'était trop tard. Autant te concentrer sur les cours, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que là, ben voilà, ben, c'était en troisième, c'était en 2011, là on est en 2021, 10 ans plus tard, ben voilà, ça a marché. Et tant mieux, franchement, tant mieux. Là, tu m'as parlé enfin, on a parlé du soutien des profs et de l'école. À côté de tout ça, toi, on sait ce que tu veux, mais les parents dans tout ça, est-ce que tu as été du coup soutenu? En fait, ça dépendait de mes résultats. Ça dépendait de mes résultats. Parce que, si tu veux, en début j'allais dire en début de saison, mais en début d'année, tout se passait bien. Ils étaient compréhensibles. Ils me disaient, ouais, c'est pas grave. En fait, c'est même eux qui m'emmenaient aux entraînements et tout ça. Mais dès que, à la fin de chaque trimestre, c'était un peu compliqué parce que c'est normal. Les résultats suivaient pas sur certaines matières que je n'aimais pas et où j'avais pas envie de faire des efforts pour avoir de bonnes notes ou pour être bon. Ça m'intéressait pas, en fait. Mais, en fait, au fond, je sentais que mes parents me soutenaient. Je sentais que mes parents, même eux, ils croyaient en moi, ils avaient confiance en moi, ils savaient qu'en fait, c'était ce truc-là que je voulais faire. Mais, entre temps, fallait que j'obtienne d'abord mon bac, fallait que disons que je garde une sécurité et après je pourrais me consacrer entièrement à ce projet-là, à cette envie-là. Mais tu penses que en fait, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Pourquoi tu penses que tu as eu autant de mal en fait à affirmer ton projet ou ton rêve en fait?
Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu sois un modèle unique, qu'ils n'avaient pas vu ça avant? Je parle des profs. Ou est-ce que c'est parce qu'au Maroc, on n'avait pas vu beaucoup de gens qui s'étaient consacrés vraiment au foot et pour qui ça a marché? En tout cas, de gens en lycée privé, d'autant plus en école française. Il y avait des petits exemples. Bounou était un peu plus vieux, par exemple, Yacine Bounou, gardien. Mais c'est dû à quoi, en fait? Est-ce que tu penses que c'est l- la mentalité au Maroc, ou est-ce que tu penses juste que tu es tombé sur les mauvaises personnes? C'est dû à quoi, à ton avis, ces freins en fait Non, que tu as après, eu? après, je les comprends. Je les comprends parce que tu viens de le dire. En fait, j'ai l'impression que j'étais un modèle unique. Ils avaient jamais vu ça avant. Et du coup, bah, en fait, par sécurité et par crainte, ils se disaient que fallait pas qu'ils prennent trop de risques à aller s'aventurer dans ce nouveau truc-là. Il fallait qu'en fait, qu'ils sécurisent juste son diplôme, son bac, et qu'après, il pourra faire tout ce qu'il veut. Ça dépendait aussi du fait que, en fait, au Maroc, c'est compliqué de se consacrer à 100% juste au foot, en fait de ne faire que Ouais, du foot et de réussir sa vie en ne faisant que du foot. Vu, bah, tu l'as dit, vu le lycée français dont on venait tous les deux, vu les conditions qu'on avait, c'était dommage en fait de laisser tomber tout ça et de se consacrer à 100% juste au foot au Maroc, là où on sait très bien que il y a pas tous les jeunes, en fait, il y a pas tout le monde qui réussit. Il y en a que quelques-uns, mais t'as pas énormément de garanties, t'as pas énormément de sécurité dans ce domaine-là. ouais, enfin, généralement, quand du coup, quand tu as le choix, en fait, quand tu as le choix, c'est-à-dire que là, tu étais en lycée français, là, tu as le choix, en fait, entre clairement l'école ou le sport. Du coup, c'est un peu compliqué à accepter, en fait, parce qu'on se dit qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas la chance d'être à cette école-là, avec ce niveau d'éducation, et à ces gens-là, on comprend un peu plus pourquoi ils se consacrent au foot, parce qu'on sait que c'est la seule option. Mais Ncha, c'était plus compliqué parce que justement, tu avais ces deux options. Mais ouais, je comprends. Là, du coup, pendant des années, c'est-à-dire que tu as, en vrai, tout ton cursus, en fait, on l'a pas dit, mais dès le début, toi, tu as été à l'école française. Dès le début, enfin, ouais, c'est ça, en fait, dès le début. Ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que du coup, en journée, tu fréquentais tes copains d'école, on parlait français, tous les cours étaient en français, on parlait tous français. Et le soir, tu vas avec tes potes de foot, on parle arabe. Moi, je trouve ça trop bien comme équilibre, en fait. C'est trop bien. Et du coup, moi, je te parle de ça parce que moi aussi, de mon côté, du coup, je fais du hand et j'en faisais du coup au WIDED. Et moi aussi, du coup, enfin, pas autant que toi, mais souvent, très souvent en semaine, j'avais l'entraînement le soir avec le lycée le matin. Et je trouvais ça trop enrichissant, en fait. C'est trop riche. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu as senti perdu dans un milieu ou dans l'autre, ou tu as senti comme tu as été dès le début, tu as été plongé dès le début, tu as été baigné dans ça? Je trouvais ça juste, en fait, normal. Moi, personnellement, je trouvais ça normal. Et pour de vrai, je kiffais ça trop. Parce qu'en fait, t'avais ces deux cultures-là. Le matin, t'étais, comme t'as dit, au lycée français, tu parlais que français. T'avais des potes qui eux-mêmes ne parlaient que français. Et le soir, bah, en fait, on avait d'autres qui parlaient que arabe, qui ont clairement une autre culture, qui sont totalement différents de ceux avec qui t'as passé toute ta matinée, presque toute ta journée. Et tu l'as bien dit, moi, je trouvais ça vraiment enrichissant. Et je kiffais vraiment, en fait, ce changement-là parce que le matin, tu apprenais certaines choses avec tes camarades de classe, ceux de l'école. Et l'après-midi, en fait, on apprenait d'autres avec ceux du foot. Moi, je trouvais que ça a été vraiment utile pour moi. Franchement, je m'estime heureux d'être plongé dans ces deux milieux, ouais, dans ces deux trucs-là dès mon tout jeune âge. Et pour de vrai, je m'estime vraiment heureux parce que ça a été vraiment enrichissant pour moi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été baigné dans les deux milieux, en club de foot, d'avoir été avec certains qui n'étaient pas au lycée français, c'est plutôt du coup, lycée marocain public. Est-ce que c'est grâce à cette expérience, en tout cas, que tu as compris pourquoi on insistait à l'école, ou même tes parents ont insisté sur le fait qu'il fallait continuer, pas lâcher, en fait, l'école, parce que c'est vraiment une chance que tu as. Et est-ce que moi, franchement, plus ça allait dans les entraînements, puis je me dis, ben oui, en fait, ben oui. Plus je connaissais les gens, plus je me dis, ben en fait, j'ai vraiment cette chance. C'est bête de la gâcher. Bon, moi, j'étais pas à un niveau aussi haut que le tien, mais du coup, est-ce que le fait d'être mélangé, ça t'a aidé à comprendre en fait les profs un peu ou pas du Oui, tout? bien sûr, mais je t'ai dit tout à l'heure, moi je les comprenais parfaitement. Je les comprenais parfaitement. Je savais que même eux, ils trouvaient que je prenais un risque énorme. Parce que voilà, moi, j'avais cette chance-là d'avoir le choix entre les deux, entre les études et le foot. Alors qu'il y en avait d'autres, ils avaient clairement pas le choix. C'était soit le foot, soit rien du tout. Et ça, je l'ai vu. Plus on avançait, plus on grandissait, et plus ça devenait un peu plus sélectif. Plus, euh, plus il y avait des mecs qui étaient mis de côté et qui Ouais. avaient malheureusement déjà lâché leurs études. Donc, le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'est soit trouver un autre club, bah, soit aller travailler. Ils étaient tellement jeunes que franchement, ça me faisait de la peine.
Donc, c'est pour ça que je comprenais la réaction des profs. Je comprenais aussi de temps en temps la réaction de mes parents. C'est pour ça que aussi je me suis mis un peu ouais, dans les études et je me suis dit, voilà, faut que j'ai au moins mon bac et puis après, je pourrais faire ce que je veux. Et du coup, là, donc, tu as continué dans le foot jusqu'au lycée. Ça allait bien pour toi, en vrai, côté foot, ça allait bien. Tu montais les catégories, très bien. Mais est-ce que du coup, à un moment ou à un autre, enfin, à un moment, j'imagine au lycée, est-ce que tu as été appelé par l'équipe nationale en jeune? Oui, une fois, mais juste pour un stage. Juste pour un stage. Jamais de match officiel, non. Vous étiez vraiment mélangés? Il y avait des gens qui venaient d'autre part ou vraiment des gens de le breton là? Non, on était mélangés. Il y avait des gens qui venaient d'autre part et tout. Et j'avais vraiment kiffé. J'avais vraiment kiffé. Et là, du coup, là, tu as 25 ans. T'espères là être appelé, tu penses qu'il y a moyen d'être appelé. Là, du coup, c'est juste si t'es appelé, c'est en A. Et tu penses qu'il y a moyen d'être Oui, appelé? pourquoi pas. Après, tout dépend de moi, tout dépend de mes performances, tout dépend de ce que je monte sur le terrain. Et franchement, c'est juste à moi de convaincre le sélectionneur de m'appeler, c'est tout. Et là, du coup, même là, ça fait 7 ans que tu es en France. Tu t'es jamais dit, bon, ça se tente, si jamais, par exemple, le Maroc ne m'appelle pas, l'attachement, il reste. Par exemple, la France t'appelle. Bon, il y a peu de chances enfin, il y a peu de chances, je le C'est sais, mais compliqué. la question s'est jamais posée. La question s'est jamais posée pour toi de dire, bon, je suis en France, bon, le Maroc, bon, c'est mon pays, certes, mais de là, jouer avec eux, je sais pas si je suis appelé en France, bah, je peux dire oui vu que je serai jamais appelé au Maroc. Parce on a des exemples de gars, certes l'exemple inverse, qui est bon, mais genre ils sont nés en France, ils sont binationaux, ils sont nés, ils sont jamais appelés par la France et après ils se disent bon allez on tente le choix du cœur comme ils disent, mais on sait bien que bon. Est-ce que toi la question ne se pose jamais dans ta tête? Non, jamais. Rien. Non, jamais. Il n'y a pas de, il y a pas de, Non. Je suis attaché, il y a pas de doute à avoir. je suis attaché à mon pays. T'as raison, c'est bien, c'est bien. Ok, donc là, donc tu es au lycée, tu pars en France, donc c'est en 2014 que tu viens en France. Bon, le bac, tu l'as, c'est bon, Ouais, t'as fermé des bouches, c'est bon, j'ai eu le bac, vous pouvez rien me dire. c'est Et exactement là, ça. du coup, quand tu viens en France à la base, est-ce que tu as été appelé à approcher par un club ou tu viens vraiment comme tout le monde, ben, tu viens vraiment pour les études et après Ouais, on c'est ça en verra. fait. Je venais ici pour les études. Et en fait, je me disais dans ma tête, je vais essayer de trouver un petit club juste à côté pour voir au moins, tu vois, à quoi ça ressemble Ouais. ici en France, pour essayer de prendre un peu la température, de voir si j'ai vraiment le niveau ou pas, et pourquoi pas de commencer une petite aventure ici et trouver un bon club ici en France. Et en fait, c'est ce qui s'est passé Ouais. quand je suis arrivé ici. J'arrive, au début, tu connais, quand tu es étudiant, tu vas dans les premiers trucs que tu vas voir, c'est les résidences universitaires pour pouvoir trouver un logement. Et en fait, j'étais vraiment chanceux parce que là où il y avait le campus, juste à côté, il y avait un complexe, un stade d'entraînement. Et en fait, c'était celui du meilleur club de la région, notamment l'US Orléans. En fait, ouais, si tu veux, je vais te raconter comment j'ai Ouais, vas-y, intégré le vas-y. club et tout. Et c'était grâce à mes parents. En fait, ils sont venus ici en France avant moi parce que j'avais eu quelques problèmes de visa. Je l'ai eu un peu en retard. Du coup, ils sont venus avant moi. Et quand ils sont venus ici, ils ont rencontré quelques Marocains. Dont, en fait, ils ont rencontré deux mecs. Je vais citer leur prénom, Adil et Majid. Majid, c'était un Français, mais d'origine marocaine qui est né ici, qui a grandi ici. Adil, c'était un Marocain qui est né au Maroc, mais qui est venu travailler ici. Et en fait, Majid, il avait déjà fait du foot à Orléans. Et mes parents, en fait, ils parlaient de moi, ils ont expliqué pourquoi ils étaient là et tout. Et Majid, il leur avait dit que, en fait, lui, il a déjà fait du foot ici à Orléans quand il était jeune et qu'il était encore en contact avec ses anciens coachs. Donc, il avait proposé à mes parents de faire, voilà, d'essayer d'appeler pour voir si je pouvais avoir quelques essais dans deux, trois clubs ici dans la ville. Et ouais, c'était vraiment cool. Et heureusement, par chance, il a pu me trouver un essai à l'US Orléans, comme je t'ai dit, le meilleur club de la région. Et en fait, du coup, bah, dès que j'arrive, t'as mes parents, ils sont tout contents. Ils me disent, bah, en fait, il y a un mec, il a pu trouver un essai ici, faudrait qu'il y aille et tout ça. Et je me rappelle, j'avais fait ça le lendemain de mon arrivée ici, en France. Ouais, en fait, dès que je suis arrivé, ils m'ont dit, ouais, voilà, en gros, t'as pas de temps à perdre. Demain, t'as un essai à faire à l'USO et tout ça. Et heureusement, j'avais pris mes affaires de foot avec moi. Tu serais pas venu en France sans quelques affaires. Non, jamais, jamais. Non, jamais. Impossible, impossible. Et ouais, du coup, je t'ai dit, j'arrive, je fais 2 jours avec eux. Il y avait un match amical après à faire. Je le fais. Du coup, bah, le coach, il m'a dit, ouais, c'est bon, je te prends et tout ça. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est que j'avais commencé. En fait, oui, j'avais commencé ici dans une catégorie où quand j'étais au Maroc, j'y ai joué. Ça Ah, faisait 3 ans que j'y jouais, tu vois.
j'avais commencé en U19 DH. En gros, c'était pour les U19 première année, pour ceux qui venaient de monter en U19. Mais en fait, au début, je le savais pas. Heureusement, je le savais pas parce que je pense que si je le savais, j'aurais dit que, en fait, j'aurais refusé parce que, en fait, je me serais dit, vas-y, ça fait 3 ans que je joue que je joue à ce niveau-là. Je vais pas venir ici en France et repartir d'ici. Mais heureusement que j'ai commencé de là parce qu'en fait, ça m'a permis de voir plein de choses, de pouvoir m'adapter, de prendre mon temps, de vraiment m'adapter au rythme ici et au niveau ici tranquillement, sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y ait de mecs qui soient de un plus grands que moi et de deux bah prêts que ce soit physiquement ou techniquement. Donc ouais, j'ai fait une année en U19 DH. Ouais. J'avais même pas joué en 19 national, genre au meilleur niveau U19. Vu que j'étais en fait l'un des meilleurs. J'avais fait tous les matchs et j'avais mis je sais pas combien de buts. J'ai eu de la chance d'être regardé pour l'année prochaine avec la réserve. Mais en fait l'année d'après quand j'arrive avec la réserve c'était compliqué. Parce qu'en fait ici les réserves pro c'est pas comme les réserves au Maroc ou c'est pas comme les réserves des grands centres de formation. En fait c'est une réserve où il y avait quelques jeunes mais il y avait beaucoup de mecs d'expérience qui étaient en fait qui ont été recrutés dans la région. Et en plus de ça, il y avait aussi des descentes du groupe pro. Parce qu'à cette époque-là, le club, il était en Ligue 2 ou en National, je sais plus. Non, il était en National, pardon, il était en National. Donc en fait, l'effectif, il était vraiment large. Ils avaient comme objectif Hmm. de remonter direct. Et donc, dès qu'il y avait des joueurs qui étaient en groupe, bah, ils descendaient direct. Donc, en fait, c'était mort. C'était vraiment Ouais. compliqué. C'était bouché. Ça m'a pris 5-6 mois Ah pour faire oui. mes débuts avec la réserve. Ouais, ça a été vraiment long. Mais en fait, je pense que on va en venir plus tard, mais je le dis dès maintenant. Une de mes qualités, Hmm. c'est que je suis patient et que je lâche jamais. Et donc, en fait, là où j'avais quelques collègues Hmm. qui avaient lâché, parce qu'en fait, ça faisait 5-6 mois qu'on jouait pas. Il y en a, ils venaient plus à l'entraînement vu que t'es pas sous contrat, Ouais. tu touches pas d'argent. Il y en a, ils lâchent vite. Donc, il y en avait plein, il y en avait plein, ils étaient partis. Moi, je suis resté. Je suis resté parce que j'avais mes études, mais c'était le seul moyen de m'éloigner un peu du stress de la fac et en fait, du fait d'être Hmm. seul à la maison et tout ça. Et voilà, je t'ai dit, au bout de 5-6 mois, j'ai fait mon premier match. Quand j'ai fait mon premier match, je me rappelle, en plus, on avait perdu, mais j'avais marqué. Le match d'après, j'avais pas joué, j'étais sur le banc, je suis rentré, on avait encore perdu. Et là aussi, j'étais parti pour un mois et demi, je pense, sans jouer encore. Oh non, la première année, elle était très compliquée. Mais après la fin de saison, vu il y a de moins en moins de descentes, il y a des mecs qui sont pas gardés, donc ils viennent plus. Donc c'était l'occasion pour moi de jouer, en gros, de faire le plus de matchs possible et de prendre un peu le rythme, voilà, le rythme senior, parce que j'étais en senior avec la réserve. T'avais quel âge à ce Je devais moment-là? avoir 19 ans, 20 ans. Tu as joué à ce niveau-là au Maroc pendant 3 ans et tu es venu, tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, non, il faut tout refaire. C'est dû à quoi, à ton avis? Là, tu me dis que tu étais le meilleur, mais pourquoi directement on te met chez les jeunes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de niveau entre U19 France, U19 Maroc ou juste ils voulaient t'essayer d'abord avec les U19 DH? Ça s'explique comment, à En ton fait, avis? non, pas vraiment. Il y a pas vraiment de différence entre le niveau U19 France et U19 Maroc. Après, peut-être si dans les grands centres de formation comme l'OL, PSG et tout ça. Mais là où j'étais, je voyais qu'il n'y avait aucune différence. Mais en fait, je pense que c'est le statut avec lequel je suis arrivé. Et c'est aussi la manière avec laquelle voilà, je suis arrivé au début. Je comprends qu'ils puissent pas me faire monter Ouais. directement avec la réserve ou limite avec les pros parce que c'est pas possible. Faut qu'on voit de quoi tu es capable. Faut que tu nous prouves que tu mérites de jouer un peu plus haut. Et ouais, en fait, c'est logique. Mais c'est là où je t'ai dit, je m'estime heureux voilà, du fait que j'ai passé toute une année en U19. Ça m'a permis de voir en fait, comment le foot fonctionne ici en France, comment le club fonctionne aussi, comment les entraîneurs et les encadreurs voient les choses. Et aussi, ça m'a permis de voir ce qu'il fallait que j'arrange, ce qu'il fallait que je corrige, là où il fallait que je progresse pour jouer un peu plus haut. Non, et j'en ai profité aussi pendant la deuxième saison, là où je t'ai dit, je jouais pas en réserve en tout début de saison. Ça m'a permis de voir ce que les joueurs qui descendent du groupe pro étaient capables de faire sur un terrain. Et ça m'a permis de voir ce que l'entraîneur du groupe pro attend de ces joueurs-là. En fait, pour moi, je trouve que ces 5-6 mois là où je t'ai dit, je jouais pas au début, je l'ai trouvé vraiment bénéfique pour moi. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et donc, je trouve que c'est là où j'avais le plus progressé. Du coup, tu as trouvé que c'était une formation accélérée. Là, d'un coup, tu viens du Maroc. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses qui te manquaient
pour ton niveau ou juste c'était un complément de venir à l'USO et de jouer avec la même catégorie? Tu as senti une différence, bien ou mal, hein, mais juste, elle est où la différence? J'imagine qu'il y en a. Elle est où la différence entre formation marocaine et formation française en Non, U19? j'ai clairement senti qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Beaucoup de choses qui me manquaient. Je vais pas te mentir et te dire non, en fait, j'avais le niveau pour jouer avec les pros et non, au contraire. Il y avait énormément de choses qui me manquaient. La différence entre la formation en France et au Maroc, après, moi, je vais te parler, c'est la formation à l'US Orléans. Ouais, ouais, Je ouais. vais pas te parler de la formation dans les autres grands centres de formation parce qu'en fait, quand j'arrive à Orléans, c'était pas vraiment, il y avait pas vraiment un centre de formation, c'était juste une académie. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste une académie. Je trouvais qu'au Maroc, on était mieux formé techniquement, Ok. aspect technique et un peu plus ouais, tactique aussi. Mais ici, ce qui faisait la différence ici, c'est qu'en fait, sur l'aspect mental, l'aspect physique aussi, ils étaient clairement au-dessus. Ça se voyait, physiquement, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà prêts, ouais, pas de mentir, ils étaient déjà prêts. T'as pris quelques coups? Ouais, énormément. Au début, c'était compliqué au début. Au début, je souffrais. C'était vraiment Et compliqué. Donc, là, du coup, tu m'as parlé de quand tu es arrivé, résidence universitaire, tu étais près du complexe, près du foot. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a frappé en arrivant côté sport, en fait? Parce que je m'explique. Enfin, moi aussi, quand je suis arrivé en première année, j'étais sur le campus. Et moi aussi, du coup, j'avais un complexe sportif à 100 mètres de chez moi. J'étais choqué parce qu'il y avait 6 terrains de foot à 11, 3 terrains de basket, un grand gymnase que de volley. Enfin, voilà, tout ça. Et du coup, ils étaient accessibles, les terrains. Moi, je me rappelle, chaque dimanche, j'allais au terrain, je connaissais personne, j'y allais. Et en 2-2, tu te trouves une équipe. Oui, viens, rentre, c'est bon, on rentre. On joue 1 heure sans prise de tête. On laisse tout propre comme c'était et on part. Ça m'avait vraiment agréablement surpris. Mais je me suis dit, mais attends, c'est assez, enfin, simple, c'est faisable, quoi. Je comprends pas pourquoi au Maroc on n'a pas un truc comme ça. Je me dis, mais c'est con parce que certes là, ça se développe au Maroc, on a vu, d'autant plus avec, comment dire, avec les terrains de foot à 5, foot à 7, mais ça reste payant. Pas tout le monde, enfin, les terrains qui sont pas très chers ou accessibles, ils sont en mauvais état. Et ça m'avait vraiment frappé quand je suis arrivé. Est-ce que toi, ça t'a fait le même effet ou pas du tout? exactement, oui. En fait, j'étais surpris, j'étais impressionné dans la Ouais, résidence où j'habitais. En fait, j'avais une vue sur le terrain synthétique de la fac. Il était ouais, juste là. Donc, en fait, quand j'étais chez moi, quand j'avais rien à faire l'après-midi, bah, en fait, il suffisait juste que je jette un coup d'œil, que je vois s'il y a du monde ou pas. Et dès que je voyais qu'il y avait assez de monde pour faire un match, bah, en fait, je m'habillais, je prenais mon ballon et je descendais. Et comme t'as dit, en fait, pas besoin de connaître du monde. Dès que tu arrives, tu leur demandes s'il y a une place ou pas. S'il y a vraiment une place, bah, ils disent, vas-y, viens. Et du coup, tu joues comme si, en fait, comme si tu le connaissais depuis longtemps. Et c'est petit à ça. petit, tu commences à te faire des potes et donc tu commences à connaître du monde là-bas et tu commences à vraiment à élargir un peu ta liste d'amis, la liste de personnes que tu connais. Et moi j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et comme je t'ai dit, j'ai été impressionné. Et j'ai été aussi impressionné par les infrastructures quand je suis allé m'entraîner avec l'US Orléans. Ouais. J'ai joué dans les deux grands meilleurs, dans les deux grands clubs au Maroc. Et je peux te Ouais. dire qu'ils n'avaient pas ce que Orléans avait à l'époque où je suis arrivé. Ça aussi, ça m'a surpris, ça m'a impressionné. Ça m'a même choqué qu'un petit club de national et ces infrastructures-là, alors qu'au Maroc, on a des clubs de première division, des grands clubs, ils ont vraiment pas le quart, même pas le quart de ce que Orléans avait à l'époque. Ben oui. Et du coup, est-ce que tu as joué en universitaire? T'as vu un peu comment c'était organisé, tout ça, même Ouais, l'université. j'ai vraiment kiffé parce que tu avais l'impression que c'était en fait, un championnat tellement bien organisé. J'avais l'impression que c'était un championnat je dirais pas pour les pros, mais il était organisé. Bien Il était structuré. organisé d'une manière tellement professionnelle, il était tellement bien structuré que j'étais vraiment surpris. Et d'ailleurs, je suis déjà venu là, bah, Ouais. là où tu habitais, là où tu étais à Bordeaux, parce que les phases finales, elles étaient là-bas. Et la manière dont ça a été organisé, dont ça a été structuré, là aussi, ça m'a choqué. Mais là, du coup, regarde, là, par exemple, à l'université aussi, je suis arrivé, j'étais surpris parce que moi, je me disais, bon, c'est l'université, ça va être un niveau moyen, les infrastructures, bon, on s'en fout parce que c'est que l'université. Non, non, j'arrive, sport obligatoire, 3 entraînements par semaine. J'ai tellement aimé ça que franchement, je m'entraînais 5 fois par semaine dans 3 sports différents. Je- en fait, j'ai aimé les matchs chaque semaine dans de beaux terrains, de belles salles, des vestiaires propres. C'est tout bête, mais c'est le En fait, c'est minimum. des petits détails. Mais oui, mais ça joue, ça joue, des On a vestiaires tellement propres. pas l'habitude d'avoir ça, on a tellement pas l'habitude d'avoir ça que, comme je t'ai dit, ouais, on est surpris.
Mais oui, je me rappelle, je faisais du hand. J'avais jamais, très rarement en vrai, joué en salle au Maroc, ce qui paraît tout con. Mais là, en France, on ne joue pas s'il n'y a pas de salle. Le fait de jouer Mm. juste sur du goudron n'est même pas envisageable. J'ai appris à jouer au hand avec du goudron. Pas, du coup, moi, quand j'arrive en France, on joue dans des belles salles, un beau parquet, il y a de la colle, tu peux tomber, tu peux. Et du coup, ça m'a appris, ça, franchement, le fait d'avoir appris au Maroc sur du goudron dans des conditions parfois sous la pluie, sous le soleil, la balle elle colle, enfin elle glisse, il y a plein de poussière. Ça m'a appris, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais meilleur parce que j'avais faim, parce que j'ai découvert en fait comment dire, des infrastructures encore meilleures, donc je pouvais m'épanouir. J'ai appris, c'est tout bête, au hand à ne jamais tomber, parce qu'au Maroc si tu tombes sur le goudron, voilà, ça fait mal, du coup toujours debout. Et voilà, en fait ça m'a juste vraiment surpris. Mais le fait d'avoir été formé ou en tout cas m'être entraîné plusieurs années au Maroc sur du goudron, ça m'a beaucoup appris. Mais ça, c'est avec du recul. Tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a des côtés négatifs, mais tu peux en dégager des choses positives, quoi. C'est incroyable. Du coup, toi, tu m'as raconté comment s'est fait le recrutement. C'est bien, c'est la connexion la Marocain un peu partout. Tu tombes sur, sur des Marocains un peu partout, c'est très bien. Et du coup, là tu as visité. Donc, voilà, j'imagine qu'au Maroc, t'as fait le championnat marocain. T'es allé dans plusieurs villes au Maroc. La même à Orléans. Là, je te parle pas de maintenant, mais je te parle vraiment quand tu étais en réserve en U19. Tu as fait le championnat. Tu as pensé quoi sur le coup des stades, des infrastructures dans toute la France, pas que Orléans, justement. Est-ce qu'au Maroc, quand tu voyageais, tu trouvais par exemple tout le temps du gazon ou du synthétique, ou parfois tu as joué sur la terre battue? Et en France, comment c'est? Est-ce qu'il y a des standards un peu partout en France et un peu partout au Maroc Elle est où la différence pour toi dans les infrastructures et l'état des stades globalement? En jeune, oui, en jeune, mais en fait, en jeune, on jouait ici en France. Je me rappelle quand on faisait des déplacements avec USO en U19 en réserve, on jouait que contre les clubs de la région. Donc, en jeune, je suis pas allé très loin. Je suis pas allé plus loin que la région centre. Et ouais, et du coup, non, du coup, franchement, les infrastructures, elles étaient vraiment bien. Elles étaient vraiment à la hauteur. Et ouais, je savais pas que j'ai été choqué par ça ou surpris par ça parce que ici en France, c'est normal que Ouais, chaque ville ait au moins un stade, un terrain de foot, un gymnase, un complexe, un terrain avec une piste. Ça, ouais. en fait, c'est la norme ici en France. Après, il y a des fois, je vais pas te mentir, on a joué sur des terrains qui étaient vraiment, mais la qualité de la pelouse, elle était catastrophique. Les vestiaires, ils étaient, allez, vraiment vite fait. Mm. C'était pas impressionnant. J'ai été impressionné quand je suis allé avec le groupe pro, dans des vrais stades, des vraies infrastructures, des vrais vestiaires, mais avec la réserve, pas vraiment, pas vraiment. C'était pas aussi différent que ce que j'ai connu au Maroc. Parce que Ok. voilà, ce que j'ai connu au Maroc, on va pas quand même cracher dessus, mais c'était vraiment bien. Il y avait des stades qui étaient vraiment à la hauteur, notamment, je pense que tu as dû les connaître, toi, celui de Le Fetch, celui de, je sais pas, t'es déjà allé au truc des phares, le centre d'entraînement des phares, il est Ouais. impressionnant lui aussi, il est incroyable. L'Académie Mohamed VI. Mais ouais, mais ça, après ça, je pense que c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures d'Afrique, donc c'est normal qu'elle soit exceptionnelle, qu'elle soit incroyable. Mais non, non, en fait, avec l'équipe réserve ou les U19, j'ai pas été impressionné, j'ai pas été choqué. À quel moment tu signes pro? En fait, j'ai signé pro en 2017, c'est-à-dire 3 ans après être venu ici en France. Ouais. Donc à 21 ans? 22? Ouais, à 21 ans. Ouais, ça fait 4 ans que tu es pro, mais je sais pas si tu réalises, mais c'est le rêve de tellement de mecs sur des milliers de jeunes qui jouent, qui espèrent être pro un jour. Toi, tu l'es. Tu vois, Non, 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 mais j'en suis parfaitement conscient, je le sais. Mais en fait, sur le coup, tu réalises pas. Genre, si maintenant tu réalises pas, ouais, tu te dis, ouais, certes, je suis pro, mais vas-y, en gros, c'est pas un truc de ouf. En fait, c'est logique, c'est normal, tu vas me dire, c'est normal. C'est quand tu l'es pas, quand tu es à la recherche de ce contrat-là, c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est un truc de ouf. En fait, c'est un truc incroyable et je dois tout faire pour l'avoir. Mais dès que tu l'as, moi, personnellement, j'étais satisfait, j'étais content. Mais comme je t'ai dit, tu te dis, ouais, dès que ça fait 3 4 ans que tu es pro, tu te dis, tu trouves que c'est normal. il y a des choses que tu as comprises là, parce qu'en fait, là, tu arrives, tu atterris directement en Ligue 2. Parce que on explique en gros le monde pro en France. Dis-moi si je me trompe, il y a National, donc troisième division. Il y a la Ligue 2 qui est deuxième division et la Ligue 1 première division. Toi, Ouais. directement, tu passes même pas par le National, directement, tu es dans le groupe en Ligue 2. Tu as visité plusieurs stades, tu as voyagé avec le groupe pro, tu as vu des joueurs. Le PSG est venu jouer à Orléans. Dis-moi, c'est quoi tes impressions du début? Et est-ce qu'il y a des choses que tu as comprises ou ça va, c'est pas.
Il n'y a pas un grand Non, gap. il y a plein de choses que j'ai compris. Et en fait, toi-même, tu le sais, le début, il a été compliqué là aussi. Ouais, ouais, ouais. Il a été compliqué là aussi parce que j'avais pas cette exigence du monde professionnel. Mhm. J'avais pas non, le niveau, je l'avais parce que si je l'avais pas, j'aurais pas signé. Ouais. Mais j'avais pas l'implication que le monde professionnel te demande. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais je pense que j'avais pas aussi cette détermination d'aller chercher ce que je devais avoir. Ces choses-là, je les ai comprises au fur et à mesure du temps. Ça m'a pris un an et demi, mais franchement, je regrette pas parce que cette année-là m'a été vraiment, vraiment bénéfique. Je t'ai dit, ça m'a pris énormément de choses et franchement, j'en suis content. Là, du coup, là, tu es pro depuis un moment. Enfin, tu es en France aussi depuis un moment. Est-ce que tu suis, donc j'imagine que tu suis le championnat français et d'autres championnats, mais est-ce que tu continues à suivre le Botola ou pas du tout? Oui, oui. Et du coup, je voulais partager ça avec toi, du coup, enfin, et te demander, depuis, disons, 5 ans, j'ai l'impression, après, parce que je vois ça de loin, de la télé, j'y suis pas, j'ai l'impression que le Botola, ça va de mieux en mieux. C'est un peu plus structuré, ça s'est professionnalisé, c'est des trucs tout bêtes, on a des sponsors, on a maintenant un ballon, enfin, un sponsor, tout le monde a le même ballon, avec des pubs autour, dans tous les stades du Maroc, et je trouve que c'est, enfin, de mieux en mieux. Personnellement, certes, le niveau, on peut en parler, on peut en discuter, mais juste, j'ai l'impression qu'il y a cette structure-là dont avait besoin le Maroc. C'est pas fini, hein, c'est pas la fin, mais pour moi, ça va dans le bon sens. T'en penses quoi, toi? Non, 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 ça s'est vachement bien développé au Maroc. Au niveau on va commencer, c'est tout bête, mais ouais, juste des infrastructures. Là, on voit, chaque club a vraiment un stade, une bonne pelouse. On a carrément enlevé les pelouses synthétiques. Pas entièrement, il y a un ou deux stades, un ou deux clubs qui jouent encore sur du synthétique, mais juste au niveau des pelouses, ça s'est vraiment bien développé. Au niveau, comme tu as dit, des sponsors, on a un ballon en commun. Et tous les clubs ont le même ballon. Ça, en fait, ouais, tu l'as dit, c'est un tout petit détail. Mais avant, en fait, on n'avait pas toutes ces choses-là dans la Botola. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les joueurs, ils ont maintenant un syndicat en gros, comme l'UNFP ici en France. Mais oui, au moins, il y a un syndicat maintenant qui peut les protéger, qui est là en gros, ouais, pour les protéger contre leur club, pour défendre leurs droits. Et ça, vraiment, ça, il y avait pas ça avant. Il y a quoi d'autre encore qui a, mais non, mais en fait, entre le championnat qu'on avait avant, qu'on avait nous quand on était résident au Maroc et le championnat qu'il y a maintenant, il y a un fossé mais qui est énorme. Mais tant mieux, du coup. Et ça, tant mieux. En fait, ouais, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ça se voit aussi au niveau de la formation. Oui, ah oui, clairement, là, Ça se voit clairement. aussi au niveau de la formation. Ça a clairement, ouais, ça s'est développé, ça a progressé, mais franchement, de ouf. Et ça, pour de vrai, ça fait plaisir, ça. J'ai suivi, honnêtement, j'ai suivi quasiment tous tes matchs depuis que t'es arrivé, enfin, depuis que c'est diffusable. Parfois c'est sur Canal, c'est bien, parfois c'est sur l'ordi, tu vas chercher le petit lien pour aller suivre. Et ce qui m'a frappé un jour, je me rappelle très bien, c'était, tu passais sur Canal, d'ailleurs, tu mets une lucarne incroyable, et du coup, dans la foulée, du coup, Canal te fait l'interview d'après-match. Là, je t'écoute, je te connais, mais là, je t'écoute. Enfin, je te connais, là, on parle et tout, mais là, t'écouter, à te voir à la télé et à bien t'exprimer, à bien répondre aux questions dans un français parfait, j'ai direct eu déjà, j'étais vraiment étonné, même si je te connais, on avait fait le même lycée, on a été en France. Ça fait juste parce que j'ai eu ce réflexe-là directement de me dire, regarde, et c'est un Marocain, il parle très bien, que ce soit en arabe ou en français, mais tu parles très bien, tu t'exprimes très bien. Et j'ai eu ce réflexe-là de comparer directement à ce cliché, ou même c'est même pas un cliché, c'est juste ce qu'on a dans les interviews d'après-match dans le Botola. Et ça m'a fait pas mal, mais je me suis dit, on peut tellement faire mieux. C'est des choses toutes bêtes, mais s'entraîner juste à s'exprimer, t'es footballeur, mais ça se limite pas qu'au pied, en fait. Ça se limite clairement pas qu'au pied. Est-ce que toi, Orléans, est-ce que vous avez des médias training, par exemple? Est-ce on vous dit comment vous exprimer, on vous apprend des choses, des éléments de langage, ou pas du tout? C'est chacun et parle comme il le souhaite, en fait. Non, ouais, en fait, j'allais te parler de ça. Ici, la différence, c'est qu'ici en France, les jeunes dans les centres de formation, ils ont des cours là de média training, de communication. Ouais, Ils savent comment s'exprimer quand ils ont une conférence de presse à donner ou quand ils ont une déclaration d'après-match ou d'avant-match à donner aussi. ouais. Ou même sur un truc tout bête, sur les réseaux sociaux, voilà, comment s'exprimer, quand est-ce qu'il faut dire ça, quand est-ce qu'il faut publier ce genre de photos, quand est-ce il faut arrêter, il faut rien dire.
faut rester calme. Je pense que bah, ce qui est sûr, c'est que l'époque où j'ai fait le centre de formation au Maroc, où j'ai fait ma formation au Maroc, on n'avait pas du tout ça. Je sais pas maintenant s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas, mais de nos jours, c'est un aspect super important. C'est un aspect qui est aussi important que la formation technique ou physique. Et comme tu l'as dit, oui, certes, ça reste un cliché, mais en fait, ça fait un moment ça fait un moment que ça dure. Ouais. Et j'aimerais bien que voilà qu'il y ait un changement sur cet aspect-là. Et du coup, là, on parlait de l'interview, de ton interview sur Canal. La question que je me suis posée, c'est quoi ton rapport à la langue, en fait, enfin, à la langue en général, mais plus précisément, du coup, l'arabe, Darija, le français, peut-être l'anglais, l'espagnol, je sais pas, mais c'est quoi ton rapport? Est-ce que tu es à l'aise dans les deux? À quel point tu es à l'aise? Est-ce que la même interview de Canal, tu pourrais la donner, par exemple, sur Riyadiyya au Maroc en arabe? Est-ce que tu pourrais donner la même sur Bein, mais en arabe littéral? C'est quoi ton rapport à la langue, en fait? Est-ce que c'est important pour toi ou ça va? Si tu parles que français, c'est bon tant qu'on te comprend. Non, pour moi, c'est super important et je pense que tu le sais très bien. Mais pour moi, les langues, c'était un truc que je kiffais depuis tout petit, depuis l'époque où on était au collège, on commençait à faire nos premiers cours d'espagnol, les cours d'anglais aussi. Les langues, pour moi, c'est un truc quoi, c'est un truc super important. Ça te permet de t'exprimer avec n'importe quelle personne sans aucun problème et je dirais même sans limite. Tu peux dire clairement ce que tu penses. Et oui, je pense que la même interview que j'avais fait sur Canal, j'aurais pu la faire sur Ariadia en Beléja parce que heureusement c'est ma langue entre guillemets natale, mais je pourrais aussi la faire sur Bein arabe en arabe vital parce que j'ai fait aussi j'étais en OIB aussi quand j'étais à l'école. Ouais, c'est quoi? Tu veux expliquer ce que c'est juste pour ceux qui ne savent pas? C'est option internationale et en fait tout ce qu'on faisait en français, style les dissertations, les commentaires et tout ça, on le faisait en arabe aussi. Ouais. On parlait vraiment l'arabe littéraire et je pense que ça a duré 3 ans, je pense. Ces 3 années-là m'ont permis vraiment de progresser sur ce truc-là et comme je t'ai dit, je pense que je pourrais donner faire le même genre de déclaration en français comme en arabe littéraire. Et est-ce que du coup, là, on parle, j'imagine, on en parlait au début, j'imagine que le fait d'être en école française et le soir, par exemple, en club de foot, ça t'a aidé pour jongler entre les deux langues. Mais est-ce que du coup, à la maison, ça parlait arabe, français, c'était comment? Non, à la maison, moi, je préférais parler arabe. On est marocain, on parle arabe à la maison, c'est logique. Après, avec mes frères, ça nous arrivait de temps en temps de parler français. Même avec mes parents, ça nous arrive de temps en temps de parler français, mais on parlait souvent que arabe. Ramadan, comment tu gères? Est-ce que c'est tranquille, on te laisse, on te dit, OK, assume tes responsabilités, tu fais comme tu veux, mais ou est-ce que, vu que c'est le monde pro, c'est le sport d'abord, est-ce qu'on t'a gentiment, parfois, peut-être, je sais pas, gentiment conseillé de pas le faire parce que, je sais pas, c'est un match important, parce que là, c'est attention, c'est la dernière ligne droite. Comment tu gères, en fait? Et si, du coup, tu le fais à 100%, comment tu gères? C'est très important et on n'en parle pas assez. Il y a un non-dit autour de ça. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi. En fait, déjà, tout d'abord, ça reste un choix de le faire. Tu sais très bien, on est dans un pays laïque, ça reste un choix. Donc, faut assumer ses choix. Moi, personnellement, je le fais, même en match. Donc, comme je t'ai dit avant, j'assume ce truc-là, ce choix-là. Je l'assume. Donc, si jamais, voilà, il y a un coach qui me dit, Amine, c'est soit tu le fais, soit tu joues pas, bah, je dis, OK, y a pas de souci, je joue pas. Et en plus, on m'a déjà dit ça. Ah J'ai ouais? déjà été confronté à ce genre de situation où on m'a clairement dit que c'était tu faisais Ramadan, en gros, soit tu pouvais pas faire les deux en même temps. Et moi, comme je t'ai dit, ouais, j'ai fait ce choix-là de le faire, même pendant pendant ce jour de match-là. Et heureusement que le coach, voilà, plus tard, il a compris mon choix, il l'a respecté aussi, il m'a mis sur le terrain. Mais en fait, oui, il m'avait mis cet ultimatum-là soit, en fait, que en gros, je devais choisir, soit je fais ça, soit je fais ça. Mais c'est pour des raisons de santé qu'on t'a conseillé ça ou autre? Oui, peut-être c'est pour quelques problèmes de santé qu'on pourrait avoir si on joue en jeûnant. Mais je pense aussi que c'était par rapport au résultat, par rapport au fait de faire jouer les joueurs qui sont prêts à jouer 90 minutes à un haut niveau. Après, faut pas oublier, on est dans un monde professionnel. C'est un monde qui est très exigeant. Et du coup, voilà, faut être vraiment prêt je dirais même à 200%. Quand, voilà, dès que tu rentres sur le terrain, faut que tu sois
faut que tu sois vraiment à fond pour pouvoir faire les 90 minutes. Et on sait très bien que quand tu jeûnes, t'es pas vraiment à 100% de tes qualités. Comment tu gères ça? Comment tu fais? Comment est-ce que il y a une préparation? J'imagine qu'il y a une préparation le soir. Tu essaies de manger bien. Enfin, je sais pas comment tu fais, mais j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu fais en fait, comment tu gères, parce que vraiment c'est vraiment un non-dit et c'est juste des suppositions à chaque fois. Moi, là, j'ai l'opportunité de te demander juste comment tu gères. Non, c'est juste, voilà, le soir, à l'heure de couper, je mange normalement. Après, j'essaye de boire régulièrement parce qu'on sait très bien que l'eau, on a besoin de s'hydrater, c'est super important. Donc de boire régulièrement. Et du coup, oui, le soir, j'essaie de manger un bon repas qui va me permettre de tenir le plus longtemps possible le lendemain. Il n'y a pas de secret, il y a pas vraiment une préparation approfondie ou je sais pas. C'est juste, en fait, je mange comme si j'allais passer une journée vraiment normale. Mais est-ce que plus ça va dans le temps, dans le mois, plus ton corps s'habitue? Parce que là, tu risques, enfin, tu enchaînes des matchs, disons au moins, enfin, 4 matchs pendant Ramadan, un par semaine, comme les entraînements chaque jour. Est-ce que ton corps s'habitue ou tu sens qu'il fatigue au bout je sais pas moi, de 10, 15 jours? Bah, je pense que mon corps s'habitue. Je pense que mon corps doit s'habituer. En fait, c'est la même situation que lors de la préparation, prépa d'avant saison. Ouais. Je pense que c'est la même parce que tu arrives, ça fait 2, 3 semaines, ouais, 2, 3 semaines, tu t'es pas entraîné. Tu t'entretiens chez toi, mais tu t'entraînes pas avec un groupe, t'enchaînes pas 2, 3 heures d'entraînement. C'est la même chose. Au début, le corps, il suit pas, mais au fur et à mesure du temps, il commence à s'adapter, à s'y habituer. Et je pense que c'est la même chose pendant le Ramadan. Ok, donc c'est plutôt le contraire. C'est pas d'abord tu donnes tout pendant une semaine et ton corps ça va, il suit, et ensuite il commence à fatiguer, mais plutôt le contraire. Je Et pense. après, ça suit. Ok, d'accord, très bien. Et d'ailleurs, ton premier but que tu as marqué, tu l'as marqué en jeûnant. C'était contre Lens, c'est ça? J'ai l'image de toi, tu marques, et un gros plan sur ton visage. T'as les joues creuses. Ouais, t'es tout pâle. Le visage tout pâle, là, je me rappelle. C'était avant, comment dire? Parce que là, les horaires, en gros, les horaires de match que vous avez, tu arrives à manger à la mi-temps, à peu près. Oui. Et du coup, je me rappelle très bien, c'était fin de première mi-temps, c'était les dernières minutes, et je vois ta tête, elle est creusée, mais tu as marqué. C'est une belle réponse. Faut prouver sur le terrain. Et du coup, là, ça fait 7 ans, tu joues en national aujourd'hui, on espère que vous allez monter en Ligue 2. Est-ce que toi, du coup, oui, c'est ça, tu as 25 ans, est-ce que tu envisages un retour au Maroc après carrière, pendant la carrière? C'est ça, est-ce que tu penses que tu pourrais jouer au Maroc? Est-ce que c'est dans tes plans ou pas du tout? Tu veux tout donner d'abord en France et peut-être revenir au Maroc plus tard, bien plus tard? Tout est possible, tout est possible. Franchement, pour de vrai, tout est possible. Ouais, c'est pas un choix que tu fais. Non, mais après, c'est logique de vouloir rester un peu plus ici parce que, voilà, j'ai certes joué en Ligue 2, mais j'ai pas joué pendant longtemps. Pendant un long moment, allez, au maximum, j'ai dû faire 20, 30 matchs et pendant 300. Moi, personnellement, je trouve pas ça suffisant parce que déjà juste durant cette saison-là, j'ai dû faire plus de matchs que lors des 3 saisons Ouais, précédentes. ouais, ouais. Donc, je trouve logique que je veuille rester ici un peu plus en France, pas qu'en France, mais en Europe, Ouais. et de vouloir jouer à un haut niveau avant de pouvoir entrer au Maroc. Si jamais tu rentres pendant la carrière, est-ce que c'est pas une appréhension que tu as de te retrouver ou enfin, de te sentir perdu, d'avoir cette étiquette-là du ah tiens, le français, alors que même que tu es marocain, que tu as grandi, que tu as joué dans des clubs marocains, t'as pas peur d'avoir, ou en tout cas de l'appréhension, d'avoir cette étiquette-là collée sur ton visage ça arrive, ça arrive. Je pense que oui, je pense que je pourrais être dépaysé, Ouais. genre quand si jamais je rentre. Mais après, je le serai aux yeux de mes collègues, de mes camarades, des gens que je vais côtoyer pendant un tout petit moment. Après c'est bon. Après, ils sauront que, voilà, je suis un Marocain j'ai vécu pendant 18 ans au Maroc, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et que je parle très bien la langue que eux ils parlent, je comprends très bien ce qu'ils vont dire et que je suis pas le genre de mec qui a grandi en France, qui a vécu toute sa jeunesse en France. J'ai une autre question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que là, en vrai, j'imagine que dans ta tête, ça s'est fait naturellement d'arriver en France et pas un autre pays. Tu connais très bien la culture, tu as baigné dedans même avant d'y être. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué ou plus riche? Je sais pas. Comment ça aurait été à ton avis si tu avais été directement dans un autre pays dont tu connais pas du tout la culture? C'est sûr que ça allait être plus compliqué. Parce que voilà, heureusement que je connaissais bien la culture française, que la langue, je la maîtrisais déjà bien. Et que voilà, si je me retrouvais dans un autre pays que la France, les débuts allaient être beaucoup plus compliqués. Ouais.
Mais après, au fur et à mesure, petit à petit, j'allais commencer à m'adapter, j'allais commencer à m'habituer. Mais je pense que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça l'aurait pris Ouais. que ici en France. Et tu retiens quoi de cette expérience-là? Dans le sens où elle n'est pas finie, l'expérience, hein, clairement pas. T'es en plein dedans, mais qu'est-ce que tu retires du fait d'avoir baigné dans deux cultures toute ta vie? Qu'est-ce que ça fait quoi en toi, en fait, d'avoir vécu vraiment dans deux cultures? Déjà, tout d'abord, c'est un truc que je ne regrette pas parce que on l'a dit au début, ça a été super enrichissant pour nous deux. En fait, tu vois comment ces gens-là pensent. Ouais, Tu confrontes aussi leurs problèmes vu que tu es avec eux. Tu vois ce qu'ils font aussi de leur journée parce que tu sais très bien, soit le matin, pendant la matinée ou pendant toute la journée, on passait tout le temps avec nos collègues, nos camarades de classe. Donc on voyait ce qu'ils faisaient pendant toute la journée, leur journée, on voyait comment ils pensaient, ouais. on voyait le genre de problèmes qu'ils avaient. Mais aussi le soir, tu te retrouvais avec d'autres personnes qui ont, on l'a dit, ils ont une autre culture, ils ont une autre manière de penser, de réfléchir aussi. Ils ont clairement d'autres problèmes et ça c'est sûr. Ce mix-là, ou même, je dirais, c'est plus un équilibre. Ouais. Il a été super important pour moi parce que je t'ai dit, là, quand tu viens ici en France, c'est carrément la même culture que celle qu'on a connue avec nos camarades de classe. Donc cette culture-là, avant de venir ici, je la connaissais déjà. Et mais même les personnes que tu rencontres ici en France qui sont pas français, ceux qui viennent d'Amérique du Sud, parce qu'ici à Orléans, il y en a quelques-uns. Ouais. Eux là aussi, ils ont la même culture que les personnes qu'on rencontrait après l'école. C'est comme si j'étais déjà préparé à ce genre de rencontre, à ce genre d'expérience que j'ai vécu ici en France. Ma dernière question, c'est juste là, toute ta vie, tu as vécu dans deux cultures que tu connais maintenant très bien. Ça a quel effet sur toi en tant que joueur, donc dans ton milieu, dans ton secteur du sport, et ça a quel effet sur toi en tant qu'homme globalement? Pas grand-chose en tant que joueur, pas grand-chose en tant que joueur sur un terrain, mais en tant qu'homme, bien sûr, en tant qu'homme, ça t'apprend d'aller à la découverte de plusieurs autres personnes, de plusieurs autres cultures, de ne pas avoir peur de ça, de ne surtout pas avoir peur de ça, parce que dans tous les cas, tu ne peux être que gagnant. Dans tous les cas, t'en sors que gagnant parce que tu es sûr d'apprendre de nouvelles choses. Mm. C'est des a priori, juste ne pas peur des a priori, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Ben écoute, merci Amine, c'était très cool. Et ouais, peut-être à bientôt. Salut. J'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.